Les Égyptiens ne connaissaient pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. Les Égyptiens connaissaient parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite. Alors, Kem, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé Kemt, qui veut dire le pays noir. Et c'est là que vous faites la confusion. Hein? Parce que Kemt, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. Kem, ça veut dire noir, c'est l'adjectif, et Kemt, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemt étymologiquement signifie noir ou pas. Hein? Donc, Kemt signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre d'ailleurs, dites-le moi, je n'en connais pas un autre. Bon, alors donc c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien à ma connaissance pour dire noir. Et alors, étymologiquement parlant, et il est écrit avec un bout de charbon brûlé, prenez le Wörterbuch. Dans le Wörterbuch, c'est écrit avec un bout de charbon brûlé, non pas avec des écailles de crocodile. Alors, donc l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche, nous savons que nous parlons des hommes. Alors, mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même Kemt maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays, mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Égypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel, alors on raisonne selon les mêmes critères, il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon. Et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui Khum, qui veut dire charbonné. Et nous avons Khemib en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, et nous avons un peu Kembu. Et nous savons bien ici comment ce fait peut être engendré, du point de vue purement linguistique. Kembu qui veut dire le charbon, un peu. Par conséquent, cette racine, Khemib, a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamite sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel les Égyptiens anciens se désignaient et qui veut dire noir charbon. Et voici, mieux encore, les Égyptiens avaient encore un autre mot, également, toujours. Donc, il y a Kemkyu, également. C'est un autre adjectif national qui se transcrit Kem-Kyu, qui veut dire les nègres. Et ce sont ces deux adjectifs nationaux que les Égyptiens utilisaient pour se désigner. Le noir, c'est la couleur bénite chez les anciens Égyptiens, et le rouge, c'est la couleur maudite, c'est la couleur de la stérilité. Alors, voilà pour ce qui est. Donc, les Égyptiens vus par eux-mêmes, et tous les adjectifs divins, Osiris est appelé le grand nègre, il est appelé Kember, Osiris Kember, Sept, Min, Apis, Thoth, tous ont le qualificatif de noir. Isis est appelé Seit Kem. Seit Kem, qui veut dire la femme noire. Et Seit Khem, en Wolof, dans la langue sénégalaise que je parle, Seit Khem veut dire l'épouse noir charbon. Voyez les formes africaines. Bon, alors maintenant, je voudrais juste par ces quelques exemples vous montrer que la parenté entre l'Égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter. Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est un fait, parce que c'est une parenté de caractère généalogique. Je vais prendre juste le verbe égyptien que voici. Je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien, en wolof et en kop. J'affirme et à vous de le vérifier que kef veut dire en égyptien ancien capturer, saisir sa proie. Kef veut dire en wolof saisir sa proie, capturer. Ces deux verbes, je les conjugue
En égyptien ancien, j'ai donc kef, i, conjugaison suffixale. Kef, ek, kef, ek, notez, kef, ek, troisième personne du singulier masculin, kef, ek, troisième personne du singulier féminin, kef, nen, première personne du pluriel commun, kef, ken, deuxième personne pluriel commun, et kef, sen, troisième personne pluriel commun. En cop, je conjugue le verbe kef qui a un sens voisin. J'ai ker, ei, correspondant à la première personne égyptienne. J'ai ker, ek, même pronom qu'en égyptien. Ker, ere, ker, ek, même pronom à la troisième singulier masculin. Et ker, s, pluriel, ker, nen, et ker, c'est tout, et ker, ei. Voilà le corps. Et en wolof, j'ai keuf, na, keuf, nga, keuf, na, et à la troisième personne du singulier, j'ai justement ces deux formes qui sont devenues des formes indéfinies parce que le féminin désinentiel n'existe plus en wolof, donc ils sont devenus des pléonasmes. Nous avons que faire et que faire, qui sont des archaïsmes en wolof. Voilà. Ensuite, je continue. Kef, keuf nanu, keuf nye, et keuf nañu. Je dis que cette parenthèse est de caractère morphologique, et si ceci c'est le présent, vous avez la même conjugaison suffixale, les mêmes pronoms à peu de choses près, et pour la forme du passé, ceci est le présent. Pour le passé, dans les trois langues, vous mettez N. Et tout ceci, vous le trouvez dans mon rapport, vous avez tout le loisir pour l'examiner en détail et le critiquer. Alors donc, maintenant, je veux montrer que ici, la parenthèse que je vais établir est une des plus fondamentales, elle ne prend pas plus de 2 minutes. Il s'agit de la correspondance entre les déterminatifs égyptiens et les déterminatifs wolof. Le déterminatif pou en égyptien correspond à pou ou bien ipou. Je mets la forme avec le i prothétique entre parenthèses. Correspond au wolof bou avec même signification. La forme est là. Nous pouvons dire donc que un P égyptien correspond à un B wolof dans ce cas-là. Et nous voyons que le P égyptien, qui était une occlusive souple, a été sonorisé parce qu'elle s'est trouvée presque en position intervocalique, elle s'est trouvée en position intervocalique. Elle est par conséquent devenue sonore en wolof et nous avons bou à la place du P. Et par conséquent, c'est absolument selon les lois linguistiques. Alors nous avons maintenant en égyptien ancien, Pouy, P-W-Y, que j'écris I-P-W-Y également, entre parenthèses, pour montrer comment la vocalisation de l'occlusive s'est faite. Alors, nous avons en wolof Bouy, B-W-Y. Donc, nous avons ici B, P qui correspond à B, un autre mot, W qui correspond à W dans les deux langues, disons voyelle vélaire, Y à Y. Ensuite, nous avons pen, en égyptien ancien, P-N, ou I-P-N, même correspondance absolue. Nous avons en wolof B, bané, avec la vocalisation, B-A-B et N-A-N. Mais je vous ai dit que je vais établir, et c'est sur là-dessus que je terminerai, que N égyptien
correspondant à certaines conditions très précises à L enveloppe. Donc cette forme, elle va donner deux formes enveloppe qui existent absolument, qui coexistent. Il y a Banet et Banet. Banet. Donc nous avons cette correspondance-là. Pen, PN donne donc Banet et Banet, avec même signification. Je crois que ces éléments-là doivent être versés au dossier. Si la vérité scientifique intéresse la science, l'ensemble de ces faits doivent être examinés. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cette réforme. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale la vérité directe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents de ce que j'ai dit à Obenga. Et c'est notre patrimoine culturel. Ou alors, traînez-moi dans la bouche, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que les arguments sont inconscients. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie justement d'antériorité où j'ai répondu aux critiques. J'ai vu même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. J'ai trouvé le ciel en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc ici le poids des arguments c'est du côté africain. Je regrette. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer à la partie débat. S'il y a des questions, oui, alors, vu le temps limité, j'aimerais que nous souhaiterons que les questions. Monsieur le conférencier, veuillez m'excuser. Partant de votre expérience d'égyptologue, je voudrais vous demander quel lien de parenté verriez-vous entre cette Égypte et certains peuples, je dirais certaines ethnies du côté de votre pays au Sénégal et ici au Niger par exemple concrètement, partant par exemple de certaines comparaisons. La deuxième question serait qu'est-ce que vous avez, vous, ethnologues africains, chercheurs africains, qu'est-ce que vous avez comme moyen de résistance au sens de qu'est-ce que vous avez pour prouver en face de vos opposants chercheurs blancs qui réfugiaient par exemple certaines thèses que vous auriez apportées. C'est ce que je vous remercie. Oui, monsieur. Bonsoir, la conférence. Monsieur le conférencier, j'aimerais vous saluer d'abord. Tout d'abord, je remercie le camarade Cheikh Anta Diop qui a eu pour la première fois à propos de l'histoire, je dirais, africaine concernant l'Égypte antique, mais pas une forme de philosophie. Je vous remercie. Merci. Je voudrais poser une seule question au conférencier. C'est à propos, n'est-ce pas,
déplacement de 3 spécimens africains vers notamment les pays européens et jusqu'en Asie. Alors je voudrais savoir si ce déplacement a été motivé par un coup de hasard ou bien si c'est un déplacement qui est parti, n'est pas d'une base qui était peut-être économique ou sociale. Bonsoir, professeur Cheikh Kantadir. Je vais vous poser un certain nombre de questions qui entrent justement sur ce que le camarade vient de dire. Mais en attendant, je vais vous relater une anecdote quelque peu candide de nous descendants. Il y a quelques semaines, nous recevions à l'école de l'Est, à Niamey, Madame Liliane Kestel. Alors cette dame nous disait qu'elle avait rencontré en Europe un professeur qui a fait des recherches chez les Yoruba, au Nigeria. Et le professeur avait dit cette chose-là, qu'il a vu exactement la confirmation de vos thèses chez les Yoruba, c'est-à-dire la parenté génétique qui existait entre les Yoruba et les Égyptiens. Mais quand Mme Ketelodine écrivait une note de quelque chose, un petit mot pour soutenir vos thèses, le professeur avait dit, là, je préfère me taire, je ne veux pas me compromettre. Alors ceci pour te projeter un peu à ce que vous disiez au sujet de la compromission, au sujet de la falsification de l'histoire. Et justement, à propos de cette falsification et cette mauvaise foi, nous ne sommes pas sans ignorer même que le pressentiment que vous nourrissiez en 1955, nous n'étions pas nous. En disant que vous auriez beau apporter des preuves palpantes et récitables des intellectuels d'Orient qui diront toujours nous n'y croyons pas. Alors la question que je vais poser est celle-ci. Pensez-vous, professeur Cheikh, que vos thèses un jour seront admises d'une façon péremptoire sans récitation? Pensez-vous que les principes de l'égyptologie que vous voulez promouvoir seront un jour érigés en valeur absolue? Vous me permettez de poser cette question tout simplement parce que d'éminents intellectuels africains, et le camarade a parlé tout à l'heure d'un chantre de la non-philosophie africaine qui est M. Paulin Ntondi, qui soutient qu'il n'y a pas de philosophie en Afrique. Et il parle de vos thèses qu'il admet dans leur fond, mais il dit que ces thèses ne seraient être admises que le jour où elles seraient effectivement vérificables. Alors pensez-vous que ces thèses de M. Ntondi et d'autres, selon laquelle la philosophie africaine, il ne saurait avoir de philosophie africaine parce que la philosophie est simplement grecque, qui ne correspond pas au canon grec, elle n'est pas philosophie, pensez-vous que cette thèse tiendrait devant vos travaux? À ce moment-là, je rejoins la question effectivement du camarade. Je vous remercie. Bonsoir. Permettez-moi de vous remercier pour ce brillant exposé. Cette conférence nous a permis d'approfondir nos connaissances et de réactualiser des connaissances. Mais nous devons d'aller au-delà du simple constat de la simple croisade verbale pour réhabiliter la culture africaine dans les langues de sa dignité. Pour cela, le rôle des écrivains, le rôle des chercheurs est déterminant, mais aussi le rôle des hommes politiques. Il ne faut pas nier les hommes politiques. Ici au Niger, des efforts ont été consentis, des efforts louables concernant la culture. Mais paradoxalement, il faut noter qu'on assiste à une politisation de la culture. À tel instant qu'on ne peut plus faire la différence entre le senti et le culturel
ou bien l'artificiel ou le politique. C'est-à-dire la culture des instruments au service du système politique. Mais je ne nie pas effectivement les efforts consentis pour révaloriser notre patrimoine culturel. Il faudrait aussi noter que nous n'adhérons pas aux théories de l'authenticité et de l'africanisme à rebours. Ces théories, loin de saisir et d'apprécier les dimensions cosmiques de la civilisation africaine, ont servi son image. Quand il disait que l'émotion est nègre et la raison est laine. Il disait que jamais le nègre ne sera pas capable d'atteindre le blanc sur le plan des mathématiques. Il faut excuser ces erreurs, pardon, ces erreurs historiques. Il faut tenir compte du contexte historique. Bref, je dirais, que pensez-vous du dialogue de civilisation dont parlait Garoudi? Nous savons que l'interprétation des civilisations n'est pas féconde, étant donné que le rapport de force n'est pas à notre faveur. Parler d'un dialogue de civilisation serait une bavure. Que pensez-vous du donner et du recevoir, de l'universalisation de la culture dont parlait Césaire, dont parlait Senghor? Que pensez-vous de l'authenticité zaïroise dont parlait Mobutu? Je vous remercie. Je joins ma voix à celle de toutes les jeunesse nigériennes pour vous dire que nous sommes fiers de vous. Je vous remercie. Je vais donc commencer par répondre à l'ensemble des questions. Le lien entre les peuples sénégalais et nigériens, ils sont multiples. Et c'est une des justifications justement de cette recherche. En tout cas, si vous voulez, tant soit peu, connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale. Vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Et je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination. Depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son être. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sont blanches. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils vont rencontrer des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité.
dont vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle s'embrasse. Et ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui ont libéré. Et c'est parce que je savais cela que lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, c'est bon, j'ai dit que je serais bien incapable de parler la vérité sous prétexte que nous allons écrire un ouvrage de portée internationale. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. Alors, donc, j'ai dit que de deux choses, ou bien on prépare une rencontre de niveau international. C'est ce que j'avais proposé. Réunir l'égyptologie internationale au niveau le plus élevé. Et surtout tous ceux qui sont opposés à mes thèses. J'ai dit que du côté africain, je n'aurais besoin que de deux Africains, parce que ce sont les seuls qui à l'époque qui travaillaient avec moi et qui accédaient au fait égyptien par la connaissance directe. C'est très dangereux la connaissance indirecte, parce que vous le voyez bien, vous n'arrivez pas à vous faire une opinion personnelle. Il faut passer par l'appui d'une autorité, et cette autorité vous refuse son appui pour des raisons idéologiques, et vous tournoyez. Donc, vous ne pourrez sortir du cercle vicieux que par la connaissance directe, vous déclinez plus d'intelligence. Mais il faudra accepter de fournir cet effort qui vous conduit à la connaissance directe, et nous en parlons. Alors, moi, j'avais dit donc que je n'ai besoin que de deux Africains qui, avec moi, ont accédé à cette connaissance directe. Et donc, vous pourrez augmenter le volume de la délégation européenne et mondiale. Nous n'avons pas besoin d'être plus de 3. Alors, convoquez donc tous les égyptologues que vous voulez, les plus acharnés contre nos thèses. Nous en débattrons en toute sérénité. Je vous garantis le climat de sérénité des débats. Les débats ne seront pas limités, ils dureront aussi longtemps que nécessaire, en Égypte même, au cœur. Et à la suite de ces débats, on rédigera un document de portée mondiale, de portée internationale. Et suivant la teneur de ce document, on saura de quel côté penche la balance. Si les conclusions de ce document me permettent de continuer, de participer, je participerai alors à l'ouvrage et j'utiliserai mes idées intégralement. Dans le cas contraire, je serai le premier à vous faciliter la tâche en me refusant. Vous connaissez la suite. Le colloque du Caire est fini sur ma proposition. Toutes les égyptologies mondiales étaient représentées. Et j'avais dit aussi que nous, Africains, nous ne serions pas rapporteurs pour réaliser au maximum les conditions d'objectivité. Le rapporteur, c'était un professeur français qui était contre mes thèses aussi, je le savais bien. Donc, qui était professeur à Paris. L'égyptologie française était représentée par le professeur Lercouteur, qui était l'ancien directeur des antiquités de Nubie, qui était aussi le directeur de l'Institut d'archéologie orientale français du Caire, qui était le titulaire de la chaire d'égyptologie à Lille 3, etc. Était représenté aussi par le professeur Sonoron, qui l'avait remplacé à l'Institut français de la théologie d'Égypte, et qui était sûrement le plus apte à nous suivre dans les discussions linguistiques, justement. Et vous avez les débats, les conclusions dans le domaine linguistique, justement, du professeur Sonoron qui est moi-même. Vous voyez le professeur Leclerc qui est devenu académicien depuis et professeur au Collège de France. Vous voyez le professeur Bodono qui était l'archéologue de la vallée du Nil. L'Amérique était représentée par Mme Gordon Carter, le Canada par le professeur Chini, la Scandinavie par le professeur Serge Soderberg, qui était le directeur de toute la mission de toute la Scandinavie pour la sauvegarde des monuments de Nubie, etc. Voilà, moi, et puis l'égyptologie égyptienne tiendra aussi
Voilà. Et voici, je vous lis une seule phrase de ce document. La très minutieuse préparation des communications, est-ce que je voudrais même quelqu'un qui lit mieux que moi, un volontaire seulement, pour lire, voilà justement vous-même. Donc, vous allez lire et dire que c'est pas ça. C'est ça. Et la conclusion générale, la très minutieuse préparation de communication. Non, lisez lentement pour que vos camarades entendent. Sinon, moi, je lis mieux que vous. La très minutieuse opération. Non, pas opération. Les communications doivent aller parce que nous, alors je lis pour tout le monde. Voici la conclusion générale des débats d'hier. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Cette phrase est très claire. Cela veut dire que contre toute attente, un déséquilibre s'est produit dans le débat en faveur de nos thèses et que les arguments que nous avons développés, la communauté scientifique qui s'est réunie là-bas n'a pas pu opposer des arguments dignes de ce nom, bien que l'UNESCO ait pris toutes les dispositions à cet effet. Parce que j'avais insisté aussi pour qu'on prenne toutes les dispositions pour que les participants ne puissent pas venir en disant nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, on ne savait pas à quoi on s'attendait, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle on insiste ici sur le fait, quand on dit malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, l'UNESCO avait demandé à chacun de fournir ses actes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion fût concluante. Et vous voyez, tout est de cette veine. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables ou révélateurs. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez-le demain. Mais même si on n'avait pas ça, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence des théoriciens idéologues européens, qu'eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure comme dans ce document, pour que nous puissions nous faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire nous tue intellectuellement. Il nous tue moralement avant de nous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous mine en tant qu'être bas, on vous mine en tant qu'être tuteur. On ferme les yeux, on ne voit pas les éléments. On compte sur votre complexion, votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut, à ce moment-là, la question que vous posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité, donc vous avez en quelque sorte trouvé ou supposé l'infériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de notre temps. Il faut faire attention. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle. Mais il faudrait s'attendre à une distinction d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est juste dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille cela. Alors, donc,
question que vous me posez revient à peu près à la même. Les Blancs voulus, ils ne nous ont pas encore répondu. Nous sommes donc dans le tirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la boue. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface européenne, c'était cela que par la connaissance claire, l'appui doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supersolution est finie. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveau-nés. Mais c'est là à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle, ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être, un être, une abstraction faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Alors, vous me demandez, moi je n'ai jamais, vous voyez, la phrase que vous citez, ou le beau poème que vous citez, il est dans National. Je l'ai cité, l'émotion est nègre et la raison est reine. Cette dichotomie, je l'ai combattu, c'était même plus une raison. Voyez bien la différence qui nous sépare de toute cette littérature. Comment voulez-vous, il faut prendre connaissance de moi depuis cela. En tout cas, c'est un coup d'être dans National où je montrais qu'il n'y a pas, d'une part, un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexe de subordination. C'est contre cela que j'ai lutté toute ma vie. Ne venez pas me tenir donc ce livre-là. C'est la preuve que vous n'avez pas lu. Et même, j'ai cité en plus Césaire, quand Césaire dit ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni l'électricité, etc. C'est aussi un peu une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire. Ce magicien vivable qui est extraordinaire, qui vous envoie. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit, et il m'a compris. Quand National est sorti, Césaire n'a pas hésité à dire que c'est une bonne nouvelle. Et Césaire a fait le tour du Paris progressiste pour trouver, former une équipe ou un comité pour défendre ce livre. Tout le monde a fait le vide autour de lui, ce que j'ai écrit dans la préface de la dernière édition de Poche. Regardez. Dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus menace que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des règles études connaissent une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire, ils sont réfractaires à cette idée. C'est parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe au niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela, les empêche les rendre aveugles. Mais ça pour observer des vérités comme celles que l'on leur reproduit. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cette époque. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale la vérité directe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents de ce que j'ai dit au Benga. Et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors, parlez-moi dans la boutique, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que les arguments sont compatibles. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers idéologue que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie justement d'antériorité où j'ai répondu aux critiques. J'ai vu même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu perdu l'Afrique. Je pouvais le tirer en deux, comme on dit.
Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que tout était catastrophique. Ainsi de suite. Alors donc ici le poids des arguments c'est du côté africain. Je regrette. Vous me demandez, alors les rapports, ça c'est au fond concernant la deuxième négociation. C'est comme ce monsieur qui accepte que les Yoruba sont apparentés aux Africains et qui ne veulent pas avoir de problème. Vous savez parfaitement que quand j'écrivais national, et bien après, 20 ans après, si on voulait faire une carrière universitaire normale, ça ne pas s'approcher de nous. Nous le savions. Il ne fallait pas nous citer, etc. Ça sent tout là aussi que j'ai pris mes responsabilités. Et j'aurais tous les éléments justement pour porter un jugement. Je savais parfaitement ce que je faisais. Pour moi, l'enjeu, c'était la prise de conscience de l'ensemble des générations africaines à venir, non pas sur la base du mensonge ou de l'idéologie, mais sur la base d'une vérité scientifique strictement retrouvée. Il nous appartient de voir si moi j'ai pris des libertés par rapport à cette vérité, n'est-ce pas? Si j'ai pris des libertés par rapport au fait, avec le recul du temps, si aujourd'hui cette littérature impose du respect, c'est parce que, précisément, on s'est aperçu qu'au fond de toute attente, je n'ai pas été coupable d'un tel péché. C'était très facile à l'époque coloniale. On était au lycée des salons du colonialisme de l'époque, je vais dire que je ne l'ai pas cité. Ça ne était pas facile de trouver en dérision cette littérature récente, devant des jeunes esprits en formation. L'inconsistance de la formation intellectuelle des générations africaines de l'époque ne permettait pas d'avoir une vue claire là-dessus. Et c'était très facile de prendre les Africains de tout et de les détourner de cette littérature, de les constituer en quelque sorte, avec des menaces, n'est-ce pas, territoriales aussi. On vous disait, si je suis un charabia, eh bien, vous pouvez mettre une croix sur votre carrière. On vous menaçait de tous les coups du monde, etc. Vous le saviez bien. Mais je savais aussi que la seule chose qui était importante, c'était de dégager cette vérité, parce que c'est ce qui permettrait de réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire pour rendre possible la recherche dans le domaine des sciences humaines. Méfiez-vous, je vous dis moi, que tant que vous n'aurez pas compris ce que je ai dit cet après-midi, ce soir, et tant que vous n'aurez pas réévalué ces arguments pour réconcilier cette Afrique avec l'histoire, les recherches que vous faites en sciences humaines sont presque inutiles. Parce que je vous défie de bâtir un corps de sciences humaines, vous ne le pourrez pas. Même dans les domaines les plus futuristes, vous ne le pourrez pas. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-latine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le déblaye tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de sciences humaines. Lorsque pour la première fois je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on coûte même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudra, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil tenu, qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce que nous, il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, dérivées qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi,
Nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, ce sont les Pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il reste le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des gars qui apparaissaient comme des compéticiers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin commun qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur de la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne veux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Alors, on me demande, oui, le motif de déplacement, l'immigration, vous savez, l'immigration, il y a toujours une fraction matérielle, soit des intempéries, phénomènes climatiques, sécheresse comme au Sahara, voilà, nous le savons. J'ai identifié plusieurs voies de migration. Le Sahara, à partir de moins 7000, j'ai établi des notations au C14 qui nous donnent un Sahara qui commence à se désertifier vers moins 7000, même des dates de moins 10 000. Donc à partir de là, le Sahara se désertifie. Les populations qui étaient plus au nord sont montées vers l'Afrique du Nord. Et les Noirs qui sont à l'Afrique du Nord, ce ne sont pas seulement des Noirs qui sont allés là-bas du fait de l'esclavage du Moyen-Âge. Ils font partie aussi d'une couche très ancienne. Et les populations qui étaient plus au sud sont descendues. C'est les proto-Mangala qui sont descendus vers le sud, d'autres sont allés vers l'est. Donc, il y a là une cause climatique de déplacement de peuple. Je vous ai dit que les déplacements se font à la courte semaine. Il y a 2400 ans, ce qu'on appelle la dernière période humide. Toute l'Afrique était couverte de près herbeuse. Donc, on pouvait se déplacer depuis la vallée du Nil jusqu'à l'océan Atlantique en marchant derrière des troupeaux. Par conséquent, là aussi, il y a une voie de migration. Maintenant, il y a la corrélation également entre des éléments intérieurs et des éléments extérieurs. Il est certain que le sac par les Assyriens, la façon féroce dont les Assyriens ont détruit la ville de Thèbes en 663, a eu des répercussions comme l'occupation de Paris par les Allemands, mais ça n'a pas duré. Donc la métropole noire, une fois qui était générale, millénaire, la première fois qu'elle a été mise à terre, ça a eu des répercussions profondes sur les populations africaines qui vivaient presque assurées comme en formant une sorte de gare sur la vallée du Nil. Dans les publications prochaines, je montrerai que les Égyptiens étaient descendus jusqu'au Saba, c'est sûr, et jusqu'aux Zaïre. Nous avons des preuves archéologiques de tout cela. Nous avons des preuves archéologiques qui sont venues ici, des preuves relevant de la linguistique d'autres qui sont venues justement jusqu'à la boucle du Niger. Ça concerne la première question sur laquelle je dirai un mot. Alors, donc, il y a tout cela, donc des motifs climatiques, une pression extérieure, la victoire, la perte de la souveraineté nationale de l'Égypte a fait que les populations africaines se sont relâchées et se sont repliées sur elles-mêmes à l'intérieur pour former des royaumes à l'intérieur. Alors que jusque-là, l'Égypte était la grande métropole, un peu comme les Germains qui étaient de l'autre côté de la rive du Danube par rapport à la civilisation au foyer romain. L'Égypte était le véritable foyer auquel le reste de l'Afrique noire était lié par milliers. Qu'est-ce que là? Et à partir du moment où l'Égypte a perdu la souveraineté nationale, ces populations, évidemment, se sont organisées sur d'autres bases. Alors tout cela, ce sont donc des motifs
de déplacement. Pour l'histoire, la planète la plus proche. Donc, pour la plus ancienne, il devait en être ainsi. L'évaluation climatique, on peut le fermer par la paléoclimatologie. Ça peut être aussi dû au fait que le manque de nourriture, la pression sélective, tout cela, ce sont autant de facteurs qui jouent pour expliquer le déplacement des peuples, mais ce n'est jamais gratuit. Ensuite, alors si quelqu'un dit que la philosophie commence par lui, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas discuter ces arguments, je ne veux pas. Chacun a le temps de se faire une autre opinion. En tout cas, vous pouvez remonter, vous, en ce qui vous concerne, jusqu'aux racines de la philosophie africaine. Je vous invite à étudier la cosmogonie et l'eupolitaire. Je l'ai décrit d'ailleurs brièvement dans Civilisation ou Barbarie. Vous y trouverez les prémices. Vous commencerez à vous faire une idée de la consistance de la pensée de vos ancêtres, de la vallée du Nil, qui était noire comme vous, ici. Si c'était cela, si ce n'était pas cela, des arguments. C'est la preuve que, vous voyez, on a presque laissé nous vider. Et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. Parce que vous demandez, que valent donc ces arguments-là? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites? Que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil. Vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents se sont représentés plus loin que vous-même. Mais déjà, vous avez les ailleurs de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la société intellectuelle. Vous comprenez où est la raison dans cette éducation? Où est la raison? Où est le développement du sens critique dans cette éducation? Voilà le danger contre lequel nous devons nous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier et je le répéterai demain que ce que nous voulons, ce que nous vivons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nation qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Cela suppose donc une réforme qui met l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatives de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle. Voilà le but que vise mon enseignement en tout cas. Et si je ne l'appelle pas, c'est bien regrettable. Alors, ensuite, vous m'avez demandé donc l'émotion, etc. Je répondais à tout cela. Vous me faites des procès d'intention, mais vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit. Ensuite, voilà. Les moyens de prouver, mais les moyens de prouver, ce sont les moyens scientifiques. La critique scientifique, n'est-ce pas, c'est une méthode. Moi, j'ai utilisé tout l'arsenal de méthodes d'investigation et de méthodes de preuve. J'ai esquissé même des méthodes nouvelles pour l'histoire africaine. Que justement, les maîtres que vous citez, je parlais des maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent largement. Parce que le paradoxe, c'est que tout cela dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis. Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique, et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indépendables. Et il suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors, il voudrait bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans l'utilité, bien sûr, le plus là est certainement difficile. Alors, entendons-nous. Parce que la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Vous dites que aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, mais on reconnaît déjà. Et maintenant, c'est la conspiration du silence. On attaque plus parce qu'on n'a plus d'arguments pour attaquer. Et ce n'est pas le désir qui leur manque, vous le savez bien. Ils nous auraient sciés, ils nous auraient coudoyés, s'ils pouvaient déceler la moindre incohérence depuis le temps. Et maintenant, c'est le silence, c'est la conspiration du silence, c'est la médisance dans les salons, c'est l'attaquage des étudiants pour les détourner de cette forme. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des liens de
ne voit pas tout ça. Au Sénégal, bien sûr, vous avez les Lébous. Vous savez bien qu'il y a une seule carte qu'on n'a pas pu traiter, c'était la carte de migration, c'était la première fois, vous l'avez en tout cas dans l'Afrique précoloniale. Et j'ai essayé d'identifier les voies de migration depuis le bassin du Nil. Mais tous nos noms nous viennent de cette région et de régions voisines. Vous avez dans la région du Tchad, des Maïs, les Taramaïs. Maïs, c'est un nom sénégalais. Vous avez plus loin encore, dans la région du Nil, chez les Mouais, chez les Chinois, chez les Dinka, vous avez tous les noms sénégalais, vous avez Diom, Ndiaye, Kanbanti, tous nos noms, vous les trouvez là-bas. Vous les retrouvez aussi le long des bassins du Saïd, vous les retrouvez au nord du Cameroun, vous les retrouvez encore au Gabon, les Langues, vous les retrouvez également à Brazzaville, les Ndoumé, Makamba, tous ces noms-là, Ngoy, tout cela, ce sont des noms sénégalais. En fait, je croyais que c'était la colonne de marchands qui, à partir de là, allait éclater et que les Sénégalais qui étaient dans cette colonne sont restés là-bas. Parce que ça ne pouvait pas être quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous voyez donc qu'il faut être méticuleux justement dans la recherche. Justement, c'est un carré, ça veut dire rater vide le nom de Sangaré ou Sangaré. Et nous avons un officier égyptien du Moyen Empire qui s'appelait Sangaré. Vous voyez, donc tous les noms du bassin du Nil, de la boucle du Niger, nous pouvons les décomposer pratiquement. Et Camara, Bali, et tous ces noms-là, tous les noms sont des notions ontologiques égyptiennes. Le cas, c'est la partie indestructible de l'être qui rejoint le ciel après la mort. Le bas, c'est l'âme individuelle. Et les éléments constitutifs de l'être, c'est le cas et le bas. Justement, quand vous étudierez ces cosmogonies dont on parle, vous les retrouverez. Et soul, ça veut dire les hommes. Donc, tous les noms, vous les retrouvez encore. Tous les noms de la boucle du Niger. Amani, nous avons toutes les reines de Midi, justement, qui sont des. Amani, c'est le nom du dieu Amon que vous retrouvez partout en Libye. La reine Amani Sapti. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut. C'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cette réponse. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. La formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, formez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, ou alors, traînez-moi dans la vie si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que les arguments sont contradictoires. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les actions que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie, justement, d'antériorité, où j'ai répondu aux critiques. J'ai dit même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu perdu la tête. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont dit que je me suis arrêté à missionner dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc ici le poids des arguments c'est du côté africain. Je remercie le conférencier et surtout quand on sait, comme la plupart des cerveaux qui s'en vont ailleurs, que si quelqu'un Dieu avait voulu, il aurait pu travailler sur des sommes énormes. Mais justement, ce sont l'exemple pour les cerveaux de rester chez eux et de travailler et d'essayer de faire sortir leur pays du sous-développement. Et justement, depuis que j'ai étudié l'histoire, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de falsifications. Et on le sent, la conjuration des savants occidentaux qui veulent démontrer que la civilisation est sunnite sous prétexte que la civilisation judaïsme vient de s'unir, donc la civilisation judéo-chrétienne, que tout ce qui peut aller à l'encontre de la civilisation judéo-chrétienne, il ne faut pas le signaler, même si ça existe, il ne faut pas en parler. Alors, de telle sorte qu'on dit qu'elle est plus la civilisation sumérienne, comme le monde occidental veut qu'elle parte de 5000 ans environ,
est plus vieille que celle de l'Égypte. Or, justement, vous avez cité le calendrier de Sétif, mais en réalité, le calendrier de Sétif est de 6260 ans avant Jésus. Donc, si on veut en réalité, le début de la civilisation égyptienne peut être porté à 7000 ou 8000 ans avant Jésus. Et même la civilisation hindoue, par les tables astronomiques qui ont été introduites en France au XIXe siècle, surtout des Tivarlo qui démontrent que la civilisation hindoue est vieille de 5086 ans, en faisant avec précision avec le calendrier occidental. Avec l'année 1984, ça fait 5086 ans. Et ce qui m'a beaucoup plu, justement, j'avais pensé à ça, et c'est ça, j'étais très content, parce que l'histoire ancienne, ou dans les musées, il y a des objets anciens, justement les diapositives. Essayez, parce qu'on ne peut pas voyager aller en Égypte. Et vous avez eu la chance d'aller à la source des documents, justement. Ce soir, j'ai été vraiment le fait de voir ces documents, c'est ça. Et il faut qu'on essaie de faire des diapositives de toutes les civilisations anciennes, des objets anciens, qui ont une certaine valeur, qui démontrent la civilisation de ces temps-là. Parce que dans les musées, on les met de côté. Il y en a énormément, c'est comme le pile. On parle de la pile Volta. Et il y a des piles au musée de Bagdad. Essayez de prendre ça et comparer avec la pile Volta pour voir quelle est la pile la plus élaborée. Oui, dans une fouille, on a trouvé 15 000 ans avant Éclipse, le postulat de Éclipse. Donc, vous voyez, il y a un plagiat, on se rend compte que où on donne ça au grec, où on donne ça pour ne pas dire, il y a un plagiat dans la civilisation allemande. Justement, que nous essayons de rétablir la vérité. Et ce qui est très difficile en histoire, c'est l'indépendance intellectuelle. Essayez de chercher le savoir partout, ça se trouve. Chez toutes les messieurs qui s'entendent à ces préjugés, on n'aura jamais le vrai savoir. Le savoir est un tout. C'est de morceaux disparus, un grand miroir qui est caché. Chacun voit dans son morceau son histoire. Pour voir l'histoire universelle, il faut ramasser tous ces morceaux de miroir pour faire le grand miroir de l'histoire universelle. Alors je remercie et je veux aussi, il ne s'agit pas que de concurrencer par tout temps de conférence. Il faut que ces livres soient maintenant vulgarisés dans toutes les universités africaines. Parce que souvent on parle, ce sont les éditions de livres, on en parle mais on ne les voit pas. On ne les développe pas, on ne les enseigne pas. Je crois qu'il ne s'agit pas d'écouter, si on veut vraiment aller de l'avant, il faut mettre à la disposition, et en même temps les diapositives et tout, et vulgariser vos livres, qu'on puisse les avoir dans toutes les universités. Merci. Beaucoup le conférencier, n'est pas pour un certain nombre d'éclaircissements qu'il a menés, en particulier en ce qui concerne le pillage de la connaissance par l'Occident, sinon à travers de certaines démonstrations. Un exemple, celui du terrain de Thalès, on voit bien que l'Occident a pillé. Mais nous pensons qu'un des éléments les plus importants finalement, c'est qu'est-ce qui, à une époque précise, n'est-ce pas, a fait de l'Égypte, en termes, n'est-ce pas, de civilisation, n'est-ce pas, une civilisation assez brillante. À ce niveau, nous pensons que le conférencier a omis de viser un certain nombre d'éléments, en particulier la structure de pouvoir en Égypte,
un exemple, qu'est-ce qu'est la synergie? Est-ce que sur la base de ces éléments-là, que se sont fondés, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments par rapport auxquels l'Égypte a eu, n'est-ce pas, l'envergure qu'elle a eu à l'époque où le conférencier nous en parle. Alors, nous pensons que des éléments qui seraient les plus intéressants pour nous serait que le conférencier nous fasse ressortir un certain nombre de ces structures-là, parce que cette synergie-là, ce pouvoir de Dieu se faire avec des structures bien précises qui sont à même, effectivement, de pouvoir propulser et élever une civilisation. Si le conférencier nous l'avait dit, on aurait pu percevoir, n'est-ce pas, en travers de la subsistance de cette civilisation égyptienne, on aurait pu voir que dans certaines de nos structures, n'est-ce pas, il existe des éléments qui, n'est-ce pas, peuvent nous permettre, n'est-ce pas, cette lancée-là. Le conférencier a donné l'exemple du calendrier Dogon et du calendrier égyptien à une époque. Si le conférencier nous avait dit quelle était la structure de la civilisation Dogon actuellement, n'est-ce pas, on aurait perçu qu'il n'existe pas simplement au niveau, n'est-ce pas, de la connaissance, mais il y a d'autres éléments de l'enseignement en particulier, de l'initiation qui permettent cette œuvre-là. Alors là, le conférencier est passé juste pour justifier qu'effectivement, l'Afrique a été pillée, n'est-ce pas, mais ce n'est pas suffisant. Elle a été pillée, soit on le reconnaît, mais elle a été pillée à une époque précise. Et pourquoi a-t-elle été pillée? Et comment ça fait que les éléments qui ont été pillés ont eu l'envergure qu'ils ont eu? Je vous remercie. Au-dessus de tout ce lot, vous avez été formidable. Mais j'aimerais vous poser une question. Ou deux. Les civilisations se sont assurées et ont largement tiré parti des inventions, des découvertes et des institutions de la période précédente de la barbarie. Les réalisations de l'homme civilisé, aussi considérables et remarquables qu'à ne sont cependant pas suffisantes pour expliquer les travaux accomplis par l'homme barbare. Il avait déjà la première, la seconde, s'il vous plaît. Pourrions-nous être amenés à admettre que l'importance des civilisations en termes de défense dans une certaine mesure de toutes les réalisations extérieures? La deuxième question, qu'a réussi et absorbé la civilisation moderne des difficultés variables dans la civilisation ancienne africaine? Qu'a réussi et absorbé la civilisation moderne de tout ce qui était variable dans la civilisation ancienne africaine? Je vais directement répondre dans la
dit sur l'ancienneté de la civilisation de l'Indou, de l'Indus, la civilisation de Mohenjo-Daro, vous savez, qui remonte très loin à 3300, même compris à peu près même époque que la civilisation égyptienne, et qui a connu aussi une écriture hiéroglyphique qui est due à des Dravidiens, justement. Et tout autour de la Méditerranée. En réalité, à la fin du néolithique, il y avait un continuum négro-africain. Il y avait les Noirs d'Afrique et les Noirs de l'Afrique aussi. Et ces Noirs n'ont pas encore même complètement disparu. Ils sont encore dans certaines poches, on les trouve ici et là. Et en tout cas, à l'époque néolithique, au Portugal, jusqu'en Belgique, on trouvait encore dans les Balkans, ne parlons pas, partout il y avait des Noirs. Et c'était la continuation de ces Noirs qui étaient en Europe et qui avaient fui le climat très rigoureux pour descendre vers l'émergence et qui n'avaient pas complètement changé d'aspect. Parmi elles, proprement dit, il y avait cette civilisation dravidienne que les Ariens ont détruit à l'intérieur du deuxième millénaire. Et très probablement, je suis tenté justement d'établir une liaison entre la destruction de ces civilisations et l'éruption du fameux volcan de Terra, c'est-à-dire de l'île de Santorini, parce que ça se situe à la même époque. Et j'ai proposé au niveau international justement l'organisation d'un colloque qui serait centré sur ce thème-là. Est-ce que l'éruption de l'île de Santorini, qui a restitué finalement la civilisation de l'Atlantide à l'histoire par les moyens du siècle XIV, est-ce que cette éruption est en rapport direct avec l'ébranlement des peuples indo-européens qui se trouvaient en Anatolie à l'époque et qui seraient allés donc jusqu'en Inde? C'est là un point précis de recherche qui intéresse les scientifiques et que j'ai proposé à la communauté internationale et ce colloque, je crois qu'il va se tenir. Donc, ce serait ce mouvement qui irait donc détruire la civilisation dravidienne très ancienne dont nous parlons. De même, en Mésopotamie, vous parlez de la Mésopotamie proprement dit, il y a un décalage de 600 ans pour vous les historiens. De 600 ans entre le début de l'histoire en Égypte et en Mésopotamie. Et la question a été traitée justement dans la National. Et depuis, elle n'a pas varié. La recherche historique de ces 3 dernières années n'a pas modifié les données de base. La Mésopotamie, les dynasties archaïques, nous ne savons rien là-dessus. Et en réalité, l'histoire de la Mésopotamie, fondée sur des documents lisibles, compréhensibles, parlant de reines de rois, c'est à partir de 2600. Donc, c'est à partir de 2600. Ce sont les dynasties archaïques pré-sargonides et jusqu'à Sargon, 2340, nous avons à partir de là le règne de Sargon, la Mésopotamie entre dans l'histoire en 2600 avant Jésus-Christ et l'Égypte entre dans l'histoire en 3300. Il y a donc un décalage de 600 ans. Et les premiers spécialistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? De deux choses l'une, que ce n'est pas possible. Voilà une attitude idéologique devant ces faits que nous révèlent. Et justement, l'investigation scientifique, ils ont dit que ce n'était pas à moi et qu'ils ne voulaient pas y croire. Parce qu'ils ne pouvaient pas. La Mésopotamie n'a pas fait grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle aussi dans tous les manuels, vous verrez toujours la tentative qui consiste à ramener l'Égypte et en filigrane, d'un bout à l'autre, on rage contre cette civilisation, on la nie, on essaie de la ravaler, on essaie de banaliser la civilisation égyptienne et l'effet égyptien au profit de la Mésopotamie. Pourquoi en fait-il ainsi si l'Égypte était réellement blanche comme il le prétend? Justement, il y a là aussi une contradiction qui n'est pas même. Mais il y a donc cet écart de 600 ans et tout ce que disent les orientalistes, c'est de deux choses. Ou bien il faut rajeunir l'Égypte de 600 ans, ou vieillir la Mésopotamie de 600 ans, parce qu'il n'est pas vraisemblable, voilà, pour eux, il n'est pas vraisemblable que l'Égypte est devancée de 600 ans la Mésopotamie dans la boîte de l'histoire. C'était fondé sur la chronologie de Christian, justement, qui est basée sur les considérations astronomiques. Nous avons traité
de la fameuse ville de Ouro. Mais c'était la propre histoire. C'était la propre histoire, nous ne le savons pas. On a décrété quelqu'un doit arriver ici, etc. Nous ne connaissons pas le nom de ces rois. Ce n'est pas exact. On n'est pas encore entré dans la période historique. Parce que nous ne pouvons pas nommer les personnages. Nous n'avons pas de documents que nous pouvons utiliser. Et il y a tant d'autres faits. Alors, nous allons m'a demandé pourquoi. Alors, pour cela, maintenant, pour ce qui est de la vulgarisation, ce n'est pas des choses qui dépendent de moi. Tout ce que je peux faire, c'est former ceux qui travaillent avec moi en ce moment-ci. Il y a des étudiants qui ont terminé leur thèse de troisième cycle, qui sont inscrits avec moi, qui font des thèses de doctorat d'État à l'Université de Dakar. Je dirige des thèses de doctorat d'État. Je dirige des thèses de troisième cycle. Je dirige des mémoires, des diplômes d'études approfondies sur toutes ces questions que vous reposez justement. Et précisément sur les structures égyptiennes sociales et politiques égyptiennes, la question que le jeune homme vient de me poser. Donc, c'est cette forme de vulgarisation, et ce n'est pas de la vulgarisation, c'est une extension. Savoir, la communication du savoir à autre but. Donc, voilà ce que je fais en ce moment depuis 3 ans à l'Université de Dakar et cumulativement à la direction de mon laboratoire. C'est donc tout cela qui peut dépendre de moi. Ensuite, donc vous me demandez les raisons en somme pour lesquelles la civilisation égyptienne s'est développée. Mais je vous ai dit qu'il faut avoir pitié des auditeurs. Moi, je suis gêné quand je pense au temps pendant lequel je vous ai retenu ici. Si je vois qu'on a commencé à faire ça. Alors j'ai essayé de me résumer du mieux que j'ai pu. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas vous livrer un soir mon expérience intellectuelle. C'est pas faisable. Alors j'ai pris les points saillants comme ça que j'ai essayé de développer. Vous avez vu que même mon intervention a été aussi courte que possible et j'ai essayé de me rattraper avec les projections un peu. Tout cela parce qu'il fallait avoir quitté le médical. Maintenant, les structures sociales, c'est les plus intéressantes et les structures politiques. Et les causes de l'émergence de la civilisation égyptienne. J'en ai traité bien ailleurs, mais puisque vous me posez la question de vous en guider, et précisément, l'émergence de la civilisation égyptienne est liée, je ne veux pas employer ce grand mot, mais dialectiquement liée, à la structure de la vallée du Nil. Oui, elle est liée à la structure de la vallée du Nil, à la spécificité de la vallée du Nil. Qu'est-ce que c'est que la vallée du Nil? Quand vous direz l'Égypte, vous verrez que l'Égypte c'était un couloir de 1000 km et de 6 km de large. On va de chaque berger de chaque côté du fleuve, et même partout en croix. Tu vois? L'Égypte c'est 500 mètres. L'Égypte c'est le fleuve, et puis 50 mètres, et puis le désert libique. Le désert libique, c'est-à-dire l'Afrique et le Sahara, et de l'autre côté le désert arabique. Les endroits les plus larges, vous avez 3 km ici et là, c'est ça l'Égypte sur 1000 km. Alors ça veut dire que quand, pendant la période des crues, les Nils donc arrachent des montagnes de l'Éthiopie, mais pas tous les débris végétaux, et apportent le limon, la vallée est encaissée et le lit monte, le fleuve monte réellement et toutes les traces sont effacées. Et quand vous avez 2 champs comme ça, un champ rectangulaire et puis un autre champ, et bien toutes les bornes disparaissent. Il n'est plus matériellement possible de savoir où commencer son champ ou s'arrêter le champ. Il y avait un phénomène qui est la crue, n'est-ce pas, du Nil, la crue annuelle du Nil, qui dépassait les moyens d'un individu, qui obligeait donc chaque individu à sortir de son égoïsme. Et par conséquent, qui a forcé très tôt les clans qui se sont engagés dans cette voie et les tribus à sortir de leur égoïsme clanique et tribal pour fusionner, accepter une autorité supranationale pour la coordination du travail à grande échelle. Donc, les fameux travaux, grands travaux, n'est-ce pas, hydrauliques, qui sont à l'origine de la civilisation égyptienne, et puis le fameux État AMTA, à mode de production, pourquoi asiatique, puisque c'est africain. Donc, à mode de production, c'est donc africain. C'était ce que c'est né. Et ça ne s'arrête pas là. Ce
lequel il faut absolument un instrument de mesure, un instrument de contrôle, de vérification, qui permet chaque année de retrouver indubitablement les bornes de chaque propriété. Et c'est ainsi que l'Égypte, vitalement, l'invention de la géométrie était une nécessité vitale en Égypte pour départager les cohabitants. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé par la plantage, mais qu'ils ont tout de suite laissé dans la mesure de tout le civil de la géométrie élémentaire avec le calcul des surfaces et la répartition des sols. Voilà, la géométrie sont nées comme une nécessité de la spécificité au cas du berceau, de la spécificité et de sa préparité sociale. Donc, à la fois l'État égyptien est né comme vous savez bien que la civilisation se développe en levant en quelque sorte des défis. À ce point de vue, on passe quelques idées de théorie quand on parle de défis, bien que tous ces gens expliquent la route de l'histoire. Vous savez bien que tous les grands penseurs ont expliqué la route de l'histoire. On voit que c'est grand idée de la sociologie, et bien à expliquer de l'histoire. Historique, et ainsi de suite. Alors donc, souvent, les dieux de la pensée africaine ont fait un très grand tort, n'est-ce pas? En tout cas, quant au début, quant aux prémices de leur philosophie, à cette société africaine. Alors donc, voilà, mais il s'agit d'un défi. Et ce défi de la nature, quand l'homme peut le relever, il peut créer la civilisation. Et alors ce défi était en rapport avec les possibilités de l'homme. Si les défis dépassent les possibilités de l'homme se déplace, il va ailleurs, mais il ne crée pas la civilisation. Et dans la vallée du Nil, donc le défi a été relevé de cette manière en créant un état supraclanique, supratribal, avec une autorité qui tout de suite prit la figure d'une autorité divine, précisément. Il ne faut pas perdre cet aspect divin de la royauté et si vous avez le temps, si vous pouvez vous intéresser à ce type de royauté africaine, vous voyez toute la part parce que l'Égypte est née avec la science et par conséquent la culture africaine. Une dernière question. Alors, vous me demandez si les phases antérieures, si les performances, si j'ai bien compris, est-ce que les réalisations des civilisations passées, est-ce que vous voulez, tout ce qui est passé? Non, il ne faut pas dire ça. Ce serait mal comprendre ce que nous voulons dire. Encore une fois, tout ce qui tend à nous sujet dans le passé est mauvais. Et ce ne sont pas les conséquences que nous devons tirer, en tout cas de nos contacts. Moi, je devrais vous amener de vérité historique et que vous pourrez vérifier. Et nous a caché votre propre passé national. Le passé le plus grand que nous ayons connu, que nos peuples ont connu. Et nous devons défendre l'histoire locale et les rattraper à cette histoire. Donc, c'est dans la politisation de la culture, c'est pas vrai. La culture, ce n'est pas du tout. C'est un facteur qui est utile dans la vie quotidienne que nous devons utiliser avec un droit. Utiliser la culture, mieux nous réaliser et devenir et c'est ici, la culture doit être utilisée pour servir dans la vie quotidienne qui est pleine d'agressions. Mais nous, c'est que nous devons brandir seulement parce qu'il est bon, il n'a pas été créé pour ça. Pas du tout. Alors pourquoi nous interdisons de l'utiliser sur le plan politique? Il faut utiliser la culture sur le plan politique, mais il faut l'utiliser à bon escient. La culture est un facteur de cohésion nationale, comme la communauté critique. Si vous écartez, c'est pas parce qu'il n'y a plus de nation, vous avez une population de touristes. Vous avez un Scandinave qui arrive au marché du Niger, vous avez un Allemand, vous avez un autre, mais quel est le lien qui les unit au fond? Ils sont là, ce sont des individus, un agrégat d'individus, qui n'ont rien de commun. Mais le sentiment d'un pacte commun, c'est ça le facteur de cohésion qui réunit ensemble un peu à des agressions. Alors que ça peut nous aider, et nous dire que l'utiliser, justement pour mieux d'être, pour se perpétuer, on veut nous l'interdire. Mais ça, si c'est
l'utilisation politique, eh bien c'est ça qu'il faut le faire en tout cas. Moi c'est dans cet esprit, n'est-ce pas, tout ce facteur que nous dégageons. La seule chose que nous devons nous reporter contre la nous devons prendre le gain, c'est de prendre des libertés avec des faits, de vouloir trop démontrer des choses au point, et justement, de passer rapidement sur l'argumentation. Si nous le faisons, si vous le trouvez, si vous trouvez des traces de cela dans tout ce que nous avons écrit, nous devons envoyer une correspondance. Et professeur, je voudrais dire, vous avez fêté votre 100 ans juste le 29 novembre passé. Je voudrais vous dire, donc, au nom du Code d'animation de l'agriculture, au nom du fondateur et au nom du directeur, merci professeur de nous avoir entretenu.